pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de demander à la très très douce et adorable Sylvie de bien vouloir nous raconter comment est-ce qu'elle a traversé un burn-out qui a été une étape cruciale dans sa vie, et puis comment cette étape lui a permis de se poser des bonnes questions, de remettre des choses un petit peu dans l'ordre dans sa vie, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle appelle son burn-out un cadeau mal emballé. Et puis à travers son témoignage, à travers son parcours, de nous parler aussi un petit peu de la sophrologie, qui est une discipline, une méthode qu'elle pratique aujourd'hui pour son plus grand bonheur, et ça lui va super bien. Je trouve que son histoire est absolument fascinante, et du coup j'avais très envie de la partager avec vous. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Aujourd'hui, c'est Sylvie Fagé-Galtier, qui m'accueille chez elle, dans son cabinet. Magnifique, des couleurs magnifiques, j'adore. Et dans ses très confortables fauteuils. Et Sylvie, on se connaît par l'association des Burnettes. On est toutes les deux bénévoles dans une association qui aide les femmes en burn-out. Et la raison pour laquelle j'ai été demandé à toi si tu étais OK qu'on fasse une interview, c'est parce que ton parcours est très inspirant. Parce que le fait que ce que tu as vécu vis-à-vis du burn-out, etc., et ce que ça t'a amené à... les questions que ça t'a amené à te poser, comment tu te les es posées, et où ça t'a mené aujourd'hui déjà, où t'en es grâce à ça, moi je trouve ça assez fabuleux. Et puis l'aide que t'apportes justement aux femmes qui vivent un burn-out, et que toi tu as au téléphone, parce que Sylvie est une super écoutante, entre autres, dans l'association. Écoutante, hein, ça, oui, écoutante. Super écoutante. Et du coup, pour moi, c'était très intéressant parce que du coup, toi, ton outil à l'heure actuelle, c'est la sophrologie. Ouais. Et moi, en ce moment, je fais ces interviews avec des personnes super inspirantes qui ont un outil qui m'intéresse, qui attise ma curiosité, tu vois. Et la sophrologie, mine de rien, j'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais je sais pas exactement ce que c'est, tu vois. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit interview, interview. Merci à toi. Et pour commencer, je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu faisais avant, comment t'es arrivée déjà au Burnettes, l'association, et puis ce que ça t'a amené à faire dans ta vie, et cette espèce de changement qui doit se passer. Cheminement. Ouais, le cheminement que t'as vécu pour arriver. L'histoire, en fait. L'histoire de Sylvie Fagé-Galtier. Oui, alors, effectivement, bon, nous, on s'est donc connus au Burnettes, ce qui implique que les Burnettes... Un burn-out. Un burn-out, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Un burn-out en 2018. Brièvement, avant, je n'étais pas du tout dans cet univers-là. On va dire, qui m'aurait dit... il y a 4 ans, 5 ans que je serais dans cette sphère, parce qu'avant j'étais vraiment dans un autre univers de mode. Ouais, tu veux dire. Voilà, je m'occupais d'une école de mode et je ne connaissais que la mode en fait, puisque j'ai fait des études de mode, j'ai été styliste, professeure de stylisme, directrice d'une école de mode, enfin voilà. Donc tu vois, vraiment c'était que la mode, c'était mon univers. Quand je suis arrivée en 2013 à Bordeaux, que j'ai pris la direction de cette école, je me suis vraiment mis à fond. Vraiment, ça a été... parce que c'était un challenge pour moi aussi. C'était hyper galvanisant. C'était pour moi l'opportunité de me prouver beaucoup de choses. Ça, je l'ai compris après, forcément. Et cette espèce de quête à vouloir me prouver ceci, cela, à aller jusqu'au bout des choses dans une espèce d'idéologie perfectionniste, dans cette ultra loyauté à cette famille. Pour moi, c'était la famille, l'école, le groupe auquel j'appartenais depuis les années 2000. C'était vraiment... c'était ma raison d'être, ma raison d'exister, et donc je me suis donnée à 200% jusqu'à me brûler. Me brûler. Burn, et donc effondrement. Du jour au lendemain, on se retrouve quelqu'un d'autre en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté perte de repère où on n'est plus du tout soi-même, et où on perd tous ses repères, et où on n'est plus capable de rien. Ça, je crois que ça a été vraiment la chose la plus brutale que j'ai pu connaître dans mon existence. C'est cette espèce de
de néant, en Ouais. fait. Parce que tu es là, mais tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu es là, tu sais que tu existes, mais tu n'as plus ni l'envie, ni l'énergie de rien, de quoi que ce soit. Tu n'as plus ton corps et ne répond plus. Ouais, il veut plus. Il ne veut plus. Donc là, sacré message Ouais, ouais. quand même. Le corps dit stop. Le corps dit il est temps de s'arrêter, il faut s'arrêter. Et si tu ne m'as pas entendu, parce que Oui, il y a des signaux, hein, c'est sûr. voilà, il y avait eu bien sûr quelques signaux en amont que bien sûr j'avais pas voulu voir ni écouter, notamment des insomnies, des migraines, des pertes de concentration, toutes ces choses-là. C'est une espèce aussi de sentiment d'irritabilité, de dégoût de tout, enfin bon, tous ces signaux-là. Et puis j'avais des vertiges aussi. Et puis Ouais. bon, voilà, c'est ces vertiges qui, un beau matin, m'ont complètement cloué. Hein. Je n'étais Oui, plus c'était capable de rien. physiquement, hein, c'est ça? C'est-à-dire que l'effondrement pour toi était physique. Ah oui, physique. Et puis en même temps, comme si plus de son, plus d'image, parce qu'en fait, on me parlait, je comprenais pas, je savais qu'on me parlait, mais mon cerveau n'intégrait pas ce qu'on me disait, les messages. Je ne sentais pas en capacité de répondre non plus, comme si les mots ne venaient pas ou quoi, tu vois. T'as vraiment cette espèce de une sensation d'être un peu hébété, d'être complètement scotché, cloué, et d'avoir perdu en fait tes facultés. Ouais. De te dire mais là qu'est-ce qui m'arrive quoi, je suis dans un état que je n'ai jamais connu avant, je ne suis plus moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive en fait. Okay. Donc en fait on rentre dans une espèce de bulle d'isolement et c'est un peu je me mets là parce que de toute façon j'ai pas le choix. Voilà, je ne sais pas où aller, je me sens vulnérable parce qu'en fait on sent que d'un point de vue cognitif on n'est plus du tout la même personne en fait. Ouais. Oui, c'est-à-dire tu comprends moins bien ou moins vite les choses, il y a à ce niveau-là, t'as plus de mal à t'exprimer, à toi te faire comprendre, il y a toutes ces questions. Et du coup, la peur que ça entraîne, de se dire oulala, mais j'ai perdu ces facultés, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est exactement ça, c'est en fait l'impression d'être diminué d'un coup, parce qu'effectivement ces capacités cognitives, de mémoire, de concentration, de réflexion, ce avec quoi tu fonctionnes naturellement sans te poser des questions depuis toute ta vie en fait, bah, ça d'un coup ça n'y est plus. Enfin tu sens que où sont mes capacités, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à réfléchir, je pense à un truc et la minute d'après j'ai perdu ce truc, je rentre dans une pièce, je sais pas ce que je suis venue faire dans cette pièce, je voudrais réfléchir, bah, ça bloque, j'y arrive pas, c'est très particulier. C'est très particulier. Et puis cette fatigue, voilà, vraiment cette fatigue, cet épuisement, ce fût d'énergie qui est complètement râlé, il n'y a plus rien. Et comment t'as fait à ce moment-là vis-à-vis de l'association, des Burnets, et de toi, ta reconversion, en fait? Il me semble, si je comprends bien, que ça a d'abord été l'association, et que, en même temps qu'il y a eu cette association, t'as découvert un petit peu des outils qui pouvaient, toi, te faire du bien, etc. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça s'est passé, ou est-ce qu'il y a d'abord eu des questionnements sur toi, et puis l'association à côté qui s'est créée, enfin que t'as lancé aussi avec Anne-Sophie? Oui, avec Anne-Sophie, on s'est rencontrés en septembre 2018 et on s'est rencontrés à la sortie on s'est rencontrés au cinéma Utopia. Il y avait un film sur le burn-out justement en présence de la réalisatrice. La mécanique du burn-out. Et Anne-Sophie, donc à ce moment-là, avait pris la parole pour exprimer son envie de faire quelque chose par rapport au burn-out et plus précisément au burn-out des femmes. Et lorsqu'elle a parlé, il s'est passé quelque chose, vraiment, il y a une résonance énorme et tout de suite j'ai eu envie d'aller vers elle pour justement lui dire mais oui, moi aussi j'aimerais tellement faire quelque chose parce qu'il n'y avait rien qui existait à cette époque, à ce moment-là, pour aider, accompagner, rassurer,
comprendre, enfin comprendre, rassurer, et se voilà. sentir pas seul. Exactement. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis, Amine. En fait, quand Anne-Sophie a parlé, je me suis dit, ah là, mais je ne suis plus toute seule. Il y a déjà Anne-Sophie qui s'intéresse à cette question. Et moi, ça m'a vraiment parlé, ça a résonné en moi. Et de fil en aiguille, bon, on a beaucoup échangé. L'association, elle s'est créée en 2019. Oui. Oui. Anne-Sophie a créé l'association. On était ensemble puisque bon, j'ai participé sur le fait que j'étais associée dans les statuts. Okay. Et puis je l'accompagne en fait depuis le début. Mais attention, c'est son bébé à elle. Ouais. Hein. Moi, je suis là pour l'accompagner et faire ce que je peux, comme je peux, à ma façon à moi, parce que c'est une cause qui me touche énormément, comme tu l'as bien compris. Pour répondre à ta question, entre-temps, ouais, il y a eu plein de questionnements. Ok. Ça a vraiment été simultané, quoi. C'est la rencontre avec Anso, et à côté, toi, t'étais en questionnement. Ouais. Un peu un reset, quoi. On repart à zéro, je fais quoi? C'est exactement ça. Ce que je dois faire pour aller bien? Comment? Oui, parce que en fait, dans la vie, je crois que quand il nous arrive des choses comme ça, des accidents de vie, comme celui-là, aussi violent que ça a été pour moi, je crois que c'est vraiment des moments où on revient à soi, en fait, où on prend le temps de se poser les questions. À un moment donné, où les questions arrivent à soi, en fait, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a paru un incontournable, ce questionnement, cette introspection, déjà pour comprendre, comprendre ce qui se passait, et puis pourquoi. C'est pas une mince affaire, déjà. Voilà, c'est vraiment le pourquoi on en arrive là, le positionnement. Le positionnement, c'est la façon dont on va se placer, dont on va se comporter, quel est le personnage qu'on va jouer dans son milieu professionnel, en fait. Pourquoi je me positionne comme le bon et loyal petit soldat de toute la boîte, où je me crois être... incontournable, je me crois être indispensable, et pourquoi j'ai l'impression que si je pars pas avant 23 heures, la boîte va s'écrouler demain. Enfin, tu vois, c'est toutes ces questions-là, en fait. C'est apprendre à décortiquer, en fait, tous les processus qui ont conduit à ça. Et en décortiquant, c'est un peu comme, tu sais, quand on a dans une pelote de laine, on tire le petit bout de laine, là, et puis la pelote, et puis petit à petit, on tire, et puis au fur et à mesure, on découvre le fil, et on en découvre vraiment de plus en plus sur soi-même, en fait. Hein. Et cette image que tu utilises, c'est avec des thérapies que tu as fait ça, avec une psychologue, enfin avec des accompagnateurs dans ce sens-là? Il y a eu plusieurs choses. Alors effectivement, à cette époque-là, j'ai été suivie par une psychologue. Une psychologue qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et je pense que ça, c'est incontournable, tu vois, pour se reconstruire, d'avoir cette béquille-là. D'avoir quelqu'un auprès de qui on va déposer tout ce qu'on ressent, mais pas que. En fait, c'est quelqu'un qui va nous apprendre à cheminer et à trouver les clés en soi de ce qui est important, de comment on est construit, en fait. De re-raconter, en fait, l'histoire qu'on a vécue, parce que dans cette histoire, en fait, tout a sa raison d'être. Et chaque personnage qui fait partie de l'histoire a son rôle à jouer, et apprendre à refaire, en fait, cette histoire, et à bien comprendre, en fait, le rôle que chacun a pu jouer dans ce jeu-là, en fait, tu vois, ça c'est important. Donc moi, la psychologie, ça m'a énormément aidée. À côté de ça, comme j'étais dans mon canapé, en pyjama, sous mon plaid, et que je ne bougeais pratiquement pas de chez moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'était d'aller sur YouTube et d'écouter. Même encore aujourd'hui, tu vois, je suis encore un peu accro à ça. J'adore. Comment te dire, c'est une espèce une nourriture, en fait, comme une nourriture. J'ai été chercher aussi beaucoup de réponses à travers des podcasts, des conférences, des interviews, et beaucoup, bien sûr, dans le thème du développement personnel, le burn-out et le développement personnel.
Et puis ben forcément le développement personnel, ça amène à réfléchir sur un tas de choses aussi pour soi. Et puis entre-temps, j'ai commencé à avoir envie de bouger ce corps en fait qui était dans l'immobilité depuis quelques mois, tu vois. Au bout de 3-4 mois, je me suis dit allez, je vais peut-être essayer de faire un peu de sport. C'était un grand mot parce que j'avais pas vraiment l'énergie pour vraiment faire du bon, je suis pas sportive donc c'était pas, mais bon, tout ça pour dire que à ce moment-là, j'ai rencontré Charlotte, professeure de NIA, de danse. Ah oui, de la danse. Oui. Voilà, donc là, alors le NIA, bon, pour la faire brève, c'est comme une sorte de danse sensitive, expression corporelle, où tu exprimes tes émotions. Et puis, il se trouve que Charlotte, pour moi, c'est une personne vraiment très, très inspirante. Et Charlotte est sophrologue également. Et avec Charlotte, j'ai découvert la sophrologie. J'ai commencé à faire des séances de sophrologie avec Charlotte la première année qui a suivi mon burn-out, en fait. Donc toi, en tant que cliente, venir faire des séances de sophrologie. Voilà. Alors avant de continuer sur toi, ton parcours par rapport à la sophrologie, c'est quoi la sophrologie? Vaste sujet. Alors la sophrologie, c'est un outil qui permet d'harmoniser la conscience. C'est l'harmonisation de la conscience. Wow. Alors la conscience. Ah oui, déjà là, c'est la conscience. Et harmoniser. Harmoniser. Alors la conscience de ses sensations corporelles, prise de conscience de ses sensations corporelles, prise de conscience de ses émotions, parce que bien sûr, c'est quoi une émotion? C'est pareil, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. À quoi ça sert ces trucs? À quoi ça sert une émotion? Tout à fait. Voilà, en fait, c'est apprendre à fonctionner dans tout ce qu'on est, c'est-à-dire un corps, un cœur, des émotions, un mental, et faire en sorte que tout cela fonctionne en harmonie, qu'il n'y ait pas un paramètre qui dysfonctionne ou qui prenne le pas, comme par exemple le mental. Le mental. Voilà. Sur le burn-out, par exemple, qui est... Oui. Tu vois, un petit peu le mental qui a trop pris de place et le corps qui dit « Eh oh !» C'est ça. Et moi. Et moi. Exactement. Parce qu'en fait, on est dans nos ruminations, on est dans notre mental, on est en pilote automatique dans ce qu'on fait, et on n'est pas en conscience. On n'est pas en conscience de ce qui se passe dans le corps aussi, les sensations corporelles, mais aussi qu'est-ce qui se passe, comment je me sens là, dans l'instant présent, on n'est pas à ce qu'on fait. Je me souviendrai toujours de Charlotte qui prenait cet exemple, qui disait, mais moi quand j'épluche une carotte, je ne fais que éplucher ma carotte. Ah oui. Mais c'est juste ça en fait, tu vois, c'est vraiment être à ce qu'on fait dans l'instant présent et prendre plaisir à ce qui se passe quand on épluche une carotte ou quand on fait quelque chose. Et puis quand bien même on est dans le mental, c'est en prendre conscience aussi. Le mental, il est présent tout le temps, et justement, et comment accueillir les pensées, qu'est-ce qu'on fait de ces pensées pour justement qu'elles ne nous pollue pas, qu'elle ne nous submerge pas, et qu'on puisse justement se dire, ok, aujourd'hui, là, tu es en train de penser ça, qu'est-ce que ça te provoque? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Quelle émotion tu ressens? Bon, alors en fait, si tu veux, la sophro, c'est vraiment une reconnexion avec tout ça. Ça doit te parler à toi complètement. aussi. Puisqu'en fait, dans la sophro, eh bien... on fait appel à aussi des mécanismes d'hypnose, puisque quand on est en séance de sophro, on va descendre dans le stade sophroliminal, justement parce que c'est le stade où là on est dans la concentration, on est dans sa bulle intérieure, et c'est là où on va pouvoir laisser émerger des messages, des ressentis. On est vraiment plus à l'écoute de tout ça. Il y a toute cette dimension-là qui rejoint bien sûr donc l'hypnose, et dans la sophro, il y a des influences de philosophie orientale, par exemple tout ce que l'on enseigne dans le bouddhisme, dans la philosophie du zazen, l'instant présent. Voilà, en fait, Alfonso Caicedo, qui est le
fondateur, père de la sophrologie dans les années 60, en fait, lui était médecin psychiatre et il s'est rendu compte en fait que dans les hôpitaux, pour soigner des personnes qui avaient vraiment une altération de la conscience, il y avait vraiment des pathologies, à l'époque, il y avait que des électrodes. Tu vois. Et lui, il s'est dit, c'est pas possible, c'est inhumain. Et donc, il a cherché véritablement qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour harmoniser cette conscience, pour retrouver quelque chose de plus apaisé, de plus serein, autrement qu'avec ces processus barbares. Et il est parti se balader en Orient, au Japon, en Inde, en Chine, mais pas que, hein. Et en fait, et il a ramené, au travers de ces différents voyages, il a ramené comme ça des résultats de toutes ces recherches à travers des travaux sur justement toutes ces différentes philosophies et pratiques. Et c'est comme ça qu'il a mis en place la sophrologie, qui maintenant est élevée au rang de science. Hein. La sophrologie, c'est véritablement une science, même si c'est pas reconnu en tant que, enfin, par le corps médical à proprement parler, hein, comme on sait. Mais voilà quoi. Donc étude de la conscience, de être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Et du coup, moi j'ai toujours cette question où je me demande comment la séance se déroule dans la sophrologie, parce que je sais pas pourquoi c'est une représentation qui est peut-être complètement erronée dans ma tête, mais pour moi dans la sophrologie, il y a beaucoup de corporel, et je sais pas si le client est touché par le thérapeute ou si c'est le thérapeute qui guide le client à se toucher ou s'il n'y a pas du tout de toucher. Tu vois ce que je veux dire? Comment se passe un petit peu, peut-être dans les grandes lignes, parce que ça doit évidemment toujours très différent. Mais comment se déroule un peu la séance? Alors, pour ma part, moi je suis dans un courant un peu particulier de sophrologie qui s'appelle la sophrologie dynamique. Par rapport au courant classique de sophrologie caïcédienne, sans rentrer dans les détails, la sophrologie dynamique, c'est un disciple de Caicedo qui a mis ça au point. Il y a une dimension mouvement et une dimension toucher. En fait, c'est la personne qui vient en séance de sophro, eh bien, on va l'amener à lui faire toucher son corps pour se reconnecter à son corps. Le client, lorsqu'il est dans ce stade sophroliminal, les yeux fermés, on va l'amener à se toucher, à frotter les mains, ressentir ce qui se passe comme sensation dans les mains, dans les doigts, frotter les oreilles, frotter le crâne. Et à chaque fois, avec des temps de pause, on va inviter la personne à écouter, à observer en elle ce qui se passe. Quelles sont les sensations éprouvées? Qu'est-ce que la conscience amène en termes de sensations corporelles agréables? Parce que en sophrologie, on reste toujours sur la dimension de qu'est-ce qui est agréable pour soi. C'est la philosophie du bon pour soi, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens pour qui c'est difficile de se toucher? Oui, ça peut. Oui, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude. Tu vois, de se toucher. Oui, puis, ou même de se connecter à ce que ça fait. Tu vois, c'est vrai que rien que d'y penser, je me dis c'est pas évident d'arriver à que quelqu'un se reconnecte. Ah bah là, je me touche comme ça. Ça fait cette sensation, c'est cette chaleur, etc. Tu vois, pas évident. Hein. Pour certaines personnes, ça peut paraître un peu intrusif et ça peut paraître un peu bizarre. Et c'est normal, c'est ok. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des séances, la personne va se rendre compte en fait du bien que ça procure. Elle va se reconnecter avec justement ce bon pour soi, ce qui est agréable. Elle va prendre conscience des sensations qu'elle ressent et elle va se dire à ce moment-là, mais ouais, là il se passe quelque chose de waouh, je ressens, ça fourmille, ça circule, ça pétille. Tu vois, c'est toutes ces sensations en fait dans le corps qui vont amener la personne à se dire waouh, j'ai des ressources en moi. Il se passe des choses en moi, dans mon corps, et pas que dans le mental. En fait, il se passe des choses dans mes sensations corporelles. Et après, une fois qu'on a vraiment exploré tout ce qui se passe en termes de sensations corporelles, on va pouvoir explorer tout ce qui se passe en termes d'émotions. Mais en fait, c'est vrai que on ne passe pas aux émotions avant d'être passé par le ressenti. Il y a des paliers, en fait. Ouais. Et la chose aussi très importante en sophro que je voudrais rajouter, c'est l'importance de la respiration. Parce que c'est la base. Alors pareil, les pratiques de méditation, ça aussi, c'est aussi
injecté dans tous les protocoles de sophro, cette importance de se reconnecter avec son souffle. L'air qui rentre par les narines, je sens l'air frais qui pénètre, et puis ensuite, lorsque je souffle, l'air plus tiède, et en fait de sentir le rythme de la respiration, le rythme de son souffle, de se connecter à ce rythme-là. Et en fait, il y a énormément d'exercices qu'on peut faire avec la respiration. On peut faire des exercices où on imagine qu'on est qu'on est une fleur, qu'on est un arbre, parce que en fait, dans la sophro, ce qui va être hyper intéressant, c'est que on va pouvoir se raconter des histoires. Mais les histoires qu'on se raconte, c'est la personne qui va se raconter sa propre histoire. Nous, on n'induit rien du tout. Si tu vois, on n'induit pas, on ne va pas lui dire tu vas ressentir ça, tu vas ressentir ça. Non, non, non. C'est, si tu veux, en faisant, en la conduisant tranquillement dans la sophronisation au travers de sa séance, que la personne va laisser venir à elle des scénarios bons pour elle, des intentions, tu vois. Il y a des discours intérieurs en fait qui vont venir s'imposer à l'intérieur de chacun en fait, et qui est propre à chacun. Et ces discours intérieurs vont faire que, ben oui, je prends conscience que j'ai ces fameuses ressources en moi et que c'est possible, et que petit à petit, je vais me faire confiance de plus en plus, en fait, parce que je sens ces ressources. Je sens que c'est là. Je sens ma force de vie en moi. Je sens toutes ces ressources dans ma respiration, dans mon corps, et puis les exercices vont aider la personne à lâcher prise, retrouver petit à petit de la confiance, se projeter sur après une situation qui peut être anxiogène pour la personne, et de ce fait ça va l'aider à surmonter tel ou tel obstacle. On est vraiment dans sa bulle. On apprend en fait à identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, ma maison intérieure, elle est comment. Voilà, et vraiment se sentir dans cette rassurance de quand je suis à l'intérieur de ma maison, quand je suis dans mon cocon, et ben c'est là où je suis rassurée. Parce que là, c'est là où il y a les ressources. C'est là où, ouais. Okay. Question à 2000 €. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait vraiment du bien? Alors que ce soit pas forcément lié à ton mal-être du burn-out que tu as vécu à l'époque, mais que tu as peut-être mis en place, ou des choses que tu as découvertes que tu adores faire maintenant, ou que tu as reconnecté, que tu aimais faire avant et que tu aimes à nouveau faire à fond. Enfin, qu'est-ce qui te fait du bien, du bien, du bien? Ah ouais. Pour répondre à ta première question, ce que j'ai mis en place et qui me fait vraiment du bien, c'est parti de la méditation, parce que j'ai beaucoup fait de méditation. C'est la pleine conscience en fait, c'est mettre en place cette pleine conscience comme on parlait tout à l'heure. Ce qui me fait énormément de bien, c'est de passer du temps avec mes copines. On est un groupe de copines. C'est avec elles que j'ai fait la danse, le Enya avec Charlotte, etc. Et c'est vrai que là, je ne peux plus trop pratiquer le Enya parce que je m'occupe des burn-out. Mon emploi du temps a fait que... mais la danse me procurait un bien-être incroyable. La danse, moi, ça me... ça peut vraiment me transcender, donc ça j'adore. Et puis un truc tout bête, c'est que quand je fais les ateliers burn-out que j'ai mis en place depuis le mois de septembre, les ateliers sophro, les ateliers relax. Voilà, les ateliers relax anti-stress avec les burn-out. Et ben là, je me rends compte, tu vois, à quel point je me sens à ma place. Et ça me fait un bien fou de pouvoir donner un tant soit peu une petite parenthèse de relaxation, lâcher prise, respiration, et puis rassurance aux personnes qui viennent dans les ateliers, parce que elles savent qu'elles sont en confiance, tu vois, on est entre nous, on a vécu la même chose à travers la sophro. Voilà, je me dis, là, je sais que je vais pouvoir agir. Tu vois, je sais que j'ai un petit truc à leur offrir, à leur donner, et quand j'ai les retours de ça m'a... Voilà, donc là, là, c'est les vibrations en moi qui vraiment je me sens, mais je suis contente, je suis heureuse d'avoir pu partager ça, donner un petit moment de bien-être en fait, un moment de bien-être pour soi, pour la personne en fait. D'autant plus pour des personnes qui se passent par ce que toi t'as vécu et que tu sais exactement comment ça fait d'être... C'est ça.
C'est ça. Et c'est pour ça, c'est vrai que l'association, c'est vraiment quelque chose voilà, qui m'anime énormément. Parce que j'y retrouve aussi quelque chose qui résonne en moi et qui aujourd'hui me fait vibrer. Ben, ça, vraiment, je sens que ça me fait du bien. La sophrologie, c'est vraiment, vraiment, ça me remplit. Ça me remplit, ça me nourrit et ça se voit quand t'en parles. J'ai une dernière question, ma Vivi, c'est la question bonus, tu vois, que j'aime bien poser. Des livres. Est-ce que pour toi il y a des livres qui ont été des révélations qui t'ont aidé énormément, ou alors s'il y a des livres sur la sophro que tu nous conseilles pour mieux connaître ou l'utiliser pour soi, enfin voilà. Ouais, alors sur la sophro il y en a énormément, donc c'est peut-être pas bizarrement sur la sophro que j'ai envie de... Mais là, il y en a un qui me vient à l'esprit, ou peut-être deux, parce que le pouvoir du moment présent de Edgar Tolle, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément éveillée. Et puis, je reviens toujours à ce livre qui est un livre de mon chouchou, on va dire, de François Lemay. François Lemay que j'ai beaucoup écouté en podcast quand j'étais dans mon canapé, qui est un éveilleur de conscience, voilà. Et lui, donc, son livre, il s'appelle Tout est parfait. Tout est parfait, ou l'art d'accueillir ce qui est. Et tu vois, ce truc justement de cette leçon d'acceptation des choses qu'on ne peut pas changer, c'est quelque chose qui m'a énormément éveillée. Ça a rebondi sur des tas de déclics. Et voilà, et quand je dis toujours it's okay, je reprends son expression à lui, it's okay, tout est parfait, mais ouais, voilà, la vie, la vie, elle est... Et même le fait que la vie soit pas parfaite est ok. Et en quoi, justement, quelle est notre capacité à accueillir la vie telle qu'elle se présente, et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut transcender ces moments de vie-là. Et tu vois, aujourd'hui, moi, je considère que ce burn-out, ça a été un cadeau caché, un cadeau mal emballé, mais il était là. Et en fait, tout ce cheminement m'a amené à aller trouver ce cadeau. Et le cadeau, c'est ça. C'est ça aujourd'hui. C'est ce que je vis avec la sophrologie, avec toi là en ce moment, les burn-out, et voilà. Et le cadeau, c'est d'être à sa place, aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on est vraiment intrinsèquement. C'est une sacrée belle évolution. Ouais. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté qu'on fasse ça, d'avoir accepté de parler de toi, parce que c'est pas non plus évident, tu vois, de parler de soi, de son évolution, puis des galères qu'on peut rencontrer, même si moi j'ai la croyance très forte que les galères font la belle personne qu'on est, en fait. Justement, comme tu dis, parce que c'est ce qui nous arrive. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Okay. Et c'est ok de maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Bah là, tout de suite, rien, j'ai juste envie de me rouler en boule dans mon lit. C'est ok, c'est aussi une façon de réagir, et des fois, c'est aussi nécessaire. Mais merci beaucoup de le partager autant aussi ouvertement, tout ton parcours. C'était un vrai plaisir pour moi, parce que tu fais partie des belles rencontres, vraiment, à travers l'association. Merci à toi, et puis voilà, on a terminé cette interview. Ok. Et cette vidéo est terminée, voilà, comme d'habitude. J'espère que ça aura pu être utile d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez besoin de contact, si ça vous intéresse, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà.